Merci pour votre invitation. Et enfin, moi, je dois dire, je suis vraiment heureux de participer à ce temps avec vous, même si en même temps, pour moi, c'est assez inhabituel, disons, ce type ce type de rencontre. Voilà. Je travaille au Centre Sèvres à Paris, c'est le lieu de formation des jésuites, et on forme des futurs prêtres, des religieux, des religieuses, ou des personnes qui auront des responsabilités dans l'Église. Voilà. Alors, vous voyez, on est dans des sujets très religieux en général, mais aujourd'hui, disons, je trouve vraiment intéressant de prendre cette question de la solidarité. Alors, à partir de quoi je vais vous parler? Ça ne sera pas une approche sociologique, je ne suis pas sociologue. Ça ne sera pas une approche sciences de l'éducation. Ça ne sera pas non plus une approche psychologique. En fait, on pourrait demander, mais quelles sont les compétences? Au nom de quelles compétences je m'adresse à vous? Alors, de formation, moi je suis géographe, mais ça ne va pas forcément beaucoup nous aider pour ce thème-là. Et puis, depuis une vingtaine d'années, je travaille la théologie. Et la théologie, on peut dire, c'est essayer de dire quelque chose d'à peu près cohérent sur Dieu. On peut dire, mais là aussi, comment ça peut nous aider? En fait, là où je suis au Centre Sèvres, on travaille depuis plusieurs années à une certaine manière de faire de la théologie avec un petit groupe, à partir notamment de ce que des gens racontent, de ce qu'ils racontent de leur vie. Et on essaye de voir comment, à partir de là, on peut avoir une réflexion assez fondamentale sur des choses très importantes pour l'humanité en général. Et à partir de là, c'est à partir de là qu'on essaye de faire une réflexion théologique. Voilà. Alors, pour mon intervention de ce matin, je vais me contenter de la première partie, c'est-à-dire d'avoir une attention à ce que une personne raconte de son histoire. Voilà. Et pour ça, je vais m'appuyer sur le récit d'un jeune qui s'appelle Yannick et qui a été interrogé par une doctorante, quelqu'un qui est en train de faire une thèse au Centre Sèvres, sur les apprentis d'Auteuil. Voilà. Donc elle a interrogé des jeunes en formation, des parents, des formateurs, des acteurs, disons, de l'institution. Voilà. Voilà, pour vous donner... disons, si vous aviez de la curiosité par rapport à cette manière bizarre de faire de la théologie, je vous ai apporté deux livres qu'on a fait avec une petite équipe à Sèvres. Voilà, où on donne un peu les résultats d'un travail. Là, c'était sur qu'est-ce qui fait vivre encore quand tout s'écroule. C'était sur l'espérance, et on a travaillé à partir de ce que racontent des personnes marquées par la grande pauvreté. Voilà. Alors, je vous proposerai 3 étapes. Une première étape, à partir de ce récit d'un jeune, de voir, disons, pourquoi cette posture solidaire, elle a quelque chose de vraiment fondamental pour un jeune comme ça. Cette première partie, je l'ai intitulée « Ce qui fait vivre ou mourir », parce que je crois que pour le jeune, c'était vraiment de ça dont il s'agissait pour lui. Après ça, je vous proposerai d'aller voir de plus près ce qui peut se jouer du côté du formateur, dans le type de rapport avec un jeune en difficulté. Et puis, dans une troisième étape, j'essaierai de poser la question, est-ce que finalement ce type d'attitude solidaire, il est réservé à certains lieux spéciaux, ou bien est-ce qu'on peut espérer que ça touche plus largement la société, d'autres lieux? Voilà, que ça marque la société dans son ensemble. Voilà. Donc je vous propose, pour commencer, de partir du récit d'un jeune qui, à un moment donné, a décroché du système scolaire. Et il a pu rebondir en faisant un bout de chemin chez les apprentis d'Auteuil. Il s'appelle Yannick, il a 18 ans, il est en première pro, mécanique horticole. Il a passé 6 mois chez les apprentis d'Auteuil dans une classe tremplin. Je pense que c'est un lieu qui permet de rebondir. Ouais. Et puis après, il a fait 2 ans pour passer un CAP. Et maintenant, donc, il est en première pro. Alors j'imagine que l'évocation du parcours de ce jeune va évoquer chez vous pas mal d'autres jeunes que vous connaissez. Et c'est pour ça que je vous le raconte, avant tout. Je pense que je ne vais rien vous apprendre de très neuf, mais c'est tout simplement pour mobiliser votre propre mémoire. Voilà. Comment, chez vous, ça fait écho avec des parcours de jeunes que vous avez connus.
Voilà. Et puis, je crois que l'entendre, ça permet de pointer de manière assez claire un certain nombre d'éléments clés qui sont vraiment déterminants pour le parcours d'un jeune. Voilà. Yannick, quand il relit ce qui s'est passé pour lui, il exprime, enfin il dit comment il est passé, on pourrait dire, par un abîme. À un moment donné, comme expression, il dit « J'étais tombé dans une toupie infernale ». Voilà. Alors ce récit de Yannick, si jamais il y avait des personnes parmi vous qui voulaient creuser la question, j'en ai ramené quelques exemplaires. Voilà, mais c'est assez long, ça fait 8 pages. Il a été recueilli donc par une doctorante du Centre Sèvres qui s'appelle Constance Boudy, et je la remercie beaucoup parce qu'elle a accepté que j'utilise le récit qu'elle avait recueilli, et elle accepte de partager aussi sa réflexion alors que sa thèse n'est pas terminée. Voilà. Alors venons-en, entrons dans cette histoire de Yannick. Sa scolarité à Yannick, elle a été rendue difficile notamment par des troubles dys. Il est dyslexique et dysorthographique. Voilà, c'est sans doute pour quelque chose dans le manque de considération qu'il a ressenti à son égard de la part de ses formateurs quand il était dans le système classique, à l'école. Je le cite, « On ne m'écoutait pas forcément quand je parlais. Du coup, j'ai fait beaucoup de bêtises. J'ai arrêté de travailler. Je n'avais plus aucun goût au travail. » Voilà, ça c'est dans le début de son récit, il commence comme ça. À la fin de la 6e, il change de collège. Et du coup, pour lui, il dit comment c'est l'espoir, en changeant de collège, de trouver un nouveau cadre qui lui permette que ça aille mieux. Mais, et ça souligne, comme le remarque Constance Boudy, que Yannick, en fait, n'éprouve pas d'aversion a priori envers l'école. Et il déclare même dans son récit, « J'aimais beaucoup l'école, j'adorais l'école. » Donc ça peut paraître tout à fait paradoxal. Hein. En tout cas, le changement d'établissement qu'il vit là, après sa classe de 6e, ne change pas. Il retrouve exactement les mêmes problèmes et il dit « Personne ne me comprenait. » Et il ajoute « J'ai vu qu'en fait, personne ne m'écoutait. Et quand je parlais, j'avais l'impression d'être comme un fantôme, en fait. Comme si on ne me regardait pas, en fait. » Voilà. Là, je crois qu'on touche quelque chose de très important. Il y a des sociologues ou des philosophes aujourd'hui qui ont exprimé ça à travers la notion d'invisibilité. Disons, il y a des personnes qui sont comme invisibles aux yeux des autres parce qu'elles ne comptent pas. Ce qu'elles disent, ça n'intéresse pas. On n'en tient pas compte. Voilà. Et c'est sans doute parmi les pires souffrances qu'aujourd'hui qui peuvent exister, surtout dans un monde où les images et où le jeu de regard tient une place très importante pour déterminer qui on est finalement. On existe aussi dans le regard des autres. Donc quelqu'un qui n'existe pas du tout dans le regard des autres, il est du coup en grande difficulté. Hein. Alors face à cela, Yannick essaye de réagir. Et il réagit avec les moyens du bord, on peut dire. Il raconte « J'ai voulu essayer pendant un moment de me reprendre, de faire un minimum d'efforts pour que les gens s'intéressent à moi. J'ai essayé de travailler, de faire des efforts sur mon comportement. Et en fin de compte, eh bien, je voyais que non, que c'était pas possible, que les gens, ils en avaient rien à faire de moi, rien à faire de mes difficultés. Et du coup, j'ai été un peu démoralisé. J'ai commencé à éviter l'école. Dès que je pouvais, j'avais mal aux genoux. Hein. On me trouvait toujours des excuses pour ne pas aller en cours. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de temps d'absence en cours. Donc, après, le collège s'en plaignait. Mais bon, quand j'étais là-bas, on me disait qu'en gros, j'étais un bon à rien, que j'avançais comme un escargot, en fait, on m'a rabaissé, plus bas que terre, en fait. On a essayé de me... Je ne sais pas ce qu'ils ont essayé. Ils m'ont... En fait, tout ce qu'ils voulaient, en fait, c'est que, je ne sais pas, que je sois rabaissé, Et puis tout le monde, à la fin, même les élèves, ils commençaient à venir me voir. «
Ah, t'es nul. Ah, t'es un bon à rien. Voilà. Donc voilà un extrait de ce récit. Si on reprend un petit peu les choses, on voit que dans sa manière de réagir, Yannick, il parle d'abord de faire des efforts sur son comportement. Première chose qu'il dit. Et il voit, sans doute qu'il espérait que ce soit immédiatement remarqué et que du coup, aussitôt, il ait un signal positif en retour. Et comme ça ne vient pas, eh bien, très vite, il se décourage. Il a l'impression que ses efforts ne sont pas perçus ni encouragés. Et il a l'impression d'un profond désintérêt pour lui. Donc, il abandonne cette première piste, qui consistait à faire des efforts sur son comportement, comme il disait, et il essaye une deuxième chose qui consiste à éviter l'école. Mais cette deuxième stratégie, qu'est-ce qu'elle produit? En fait, elle produit un effet plutôt ravageur. On a l'impression que moins il va à l'école, et plus il est rabaissé quand il y va. Et c'est là qu'on trouve, dans ce qu'il dit, des expressions très fortes, hein, vous avez remarqué, comme rabaisser plus bas que terre. Et le fait que ça vienne, dans sa perception, pas seulement des enseignants, mais également des autres élèves qui lui disent « t'es nul, t'es un bon à rien », eh bien ça semble indiquer que dans sa tête, c'est toute l'école qui forme comme un ensemble qui le rejette et qui provoque qui le dévalorise. Voilà. Et il y voit même une intention. Ils ont essayé de. Et quand il essaye de mettre des mots sur cette intention-là, il est embarrassé. Il ne sait pas exactement quoi dire. Il dit « je ne sais pas ce qu'ils ont essayé ». Voilà. Mais la seule réponse qu'il trouve, c'est tout ce qu'il voulait, c'est que je sois rabaissé. Voilà. Donc, en tout cas, dans sa tête, le lieu de formation qu'est l'école fonctionne exactement à l'envers. Il vise à rabaisser et à ramener plus bas que terre. Voilà. C'est l'école qui marche à l'envers, pour lui. Hein. Voilà. Et ça provoque chez Yannick quelque chose de très grave. Comme si des points d'appui essentiels pour tenir debout lui faisaient défaut. Et ça, on peut le repérer dans la forme même de ces phrases. Quand je l'ai lu, j'ai essayé de garder les bafouillements ou les hésitations. Parce que, disons, on peut dire que à certains moments, notamment quand il explique ce qui lui arrive quand il retourne à l'école, il se met à bafouiller beaucoup, à s'interrompre tout le temps. C'est comme si on voyait grandeur nature, comment il perd tous ses moyens dans ce cas-là. Et comment il n'a plus vraiment la possibilité de parler. Il perd ses capacités, ses compétences de sujet, de quelqu'un qui est capable de parole. Voilà ce que ça produit chez quelqu'un quand on le met dans cette situation-là. Je pense que tous, on a conscience de ça. Parce que tous, ça nous est arrivé de manière exceptionnelle de nous retrouver aussi dans des situations comme ça. Et on voit très vite que la confiance en nous, elle est touchée. Hein. Mais quand ça joue dans la durée, pour un jeune qui n'est pas sûr de lui, qui a encore plein de choses qui sont encore en formation, quoi, on voit les dégâts que ça produit. Hein. Voilà. Ce qui se joue pour lui, on peut dire que c'est l'annihilation du sujet. Il y a quelque chose de la vie et de la mort qui se joue là. D'ailleurs, je vous cite encore quelques phrases de lui. Il y a une prof qui, à un moment donné, qui le met au fond de la classe. Et lui, il comprend ça comme ça. Et la prof, elle m'a bien sagement dit que, en gros, j'étais une merde, que j'avais rien à faire ici, que elle m'a dit en gros que je n'avais même pas de quoi exister sur Terre, en gros. Donc vous voyez, il interprète. Il n'a pas forcément raison, parce que sûrement que dans la tête de l'enseignante, c'était sûrement pas ça qu'elle voulait. Mais pour lui, l'effet que ça a fait pour lui, c'est ça. C'est-à-dire, cette personne-là ne veut pas me voir exister sur la Terre. Hein, c'est ça, ni plus ni moins. Ce qui est quand même gravissime pour un jeune. Hein, voilà. Alors là-dessus, Yannick, il essaye une troisième piste. Sa troisième piste, c'est tout simplement d'essayer de quitter ce collège. Alors voilà ce qu'il raconte. J'ai fait tout pour quitter ce collège-là. Donc du coup, j'ai fait beaucoup de bêtises, des grosses bêtises. Et ça n'a pas marché. En fait, si, ça a marché parce qu'il s'est quand même fait virer. Il explique. C'était comme si j'avais envie de faire ressentir aux gens ce que moi je ressentais quand ils me faisaient ça.
Donc je suis devenu méchant. J'étais violent. C'est limite si, en fait, j'avais tellement de haine que je voulais faire voir aux gens que j'étais là et que je voulais leur faire voir à quel point je souffrais de tout ça. C'est comme si sa seule manière d'exister maintenant, c'était de se venger de ce qui lui a été fait. Voilà. D'où une haine. Il ira jusqu'à frapper un surveillant dans son établissement, ce qui lui vaut d'être exclu. Voilà. Alors, voilà comment il parle de cet épisode-là. Ça, je trouve, c'est très intéressant, vous allez voir. Il en parle comme d'un événement qui s'est vraiment passé. Je le cite là. Un événement qui s'est vraiment passé, qui m'a marqué, qui m'a déçu de moi. Qui m'a déçu de moi, moi-même. Hein. Pourtant, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai fait l'action. Parce que je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de très calme. Je trouve très intéressant ces paroles-là parce que vous avez quelqu'un qui à la fois reconnaît ce qu'il a fait, il dit pourtant c'est moi qui l'ai fait, et il insiste, il dit 2 fois, et en même temps il dit je ne suis pas comme ça. Et ça je trouve que ça dit quelque chose de très très juste, de très très vrai sur ce qui se passe quand on fait le mal. C'est-à-dire à la fois c'est nous qui le faisons, et en même temps on a conscience que ça ne correspond pas à ce qu'on est profondément. Voilà. Alors, entre parenthèses, vous n'avez pas beaucoup de gens dans la vie, hein, vous n'avez pas beaucoup de gens qui sont capables de dire ça. Là, chapeau hein, à quelqu'un qui est capable de dire, de reconnaître le mal qu'il a fait, de dire c'est moi qui l'ai fait, voilà ce qui m'est arrivé, et en même temps de dire mais c'est pas moi au fond, moi je suis pas comme ça. Hein. Disons c'est rare les gens comme ça. Hein. Quand vous voyez dans les procès et tout ça comment on se défend pour dire non c'est pas moi, j'y suis pour rien et tout. Hein. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a fait un sacré bout de chemin au plan humain. Hein. Et ce sacré bout de chemin-là, on le doit, je pense, à ce qu'il a trouvé aux apprentis d'Auteuil. Donc là, il va y avoir un grand coup de chapeau pour ce qui se passe chez les apprentis d'Auteuil. Alors, comme il y en a 2 parmi vous qui viennent de là, voilà. Alors, Yannick est donc exclu. Il se trouve exclu et on l'envoie vers le dispositif tremplin des apprentis d'Auteuil. Il raconte. Donc, du coup, le directeur a trouvé l'idée d'appeler Jaco, qui est sous-directeur aux apprentis d'Auteuil, je crois. Et donc, du coup, Jaco, il a vu ma détresse. En gros, parce que je n'avais plus goût à rien, je n'avais plus confiance en personne. Donc, il a vu ma détresse. Voilà. Là, vous avez tout d'un coup un changement très important qui se produit même dans le récit. Parce qu'on passe du directeur de son établissement, au sous-directeur des apprentis d'Auteuil, mais lui, il a un nom, un prénom même. Et avant, on n'avait entendu aucun formateur appelé par son prénom. À partir de maintenant, dans le récit, tous ces formateurs, enfin peut-être pas tous, mais beaucoup de ces formateurs, ils auront un prénom. Voilà. Ça veut dire qu'il a quelqu'un en face de lui. Et vous avez vu l'expression qu'il emploie, Jaco, il a vu ma détresse. C'est la première chose à laquelle il est sensible, quelqu'un qui est capable de voir, de prendre conscience de ce que lui, il est en train de vivre. Hein, voilà. Alors, après, il explique, Yannick, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse comme ça rebondir. Hein. Et il dit plusieurs choses. D'abord, une première chose qu'on peut dire, c'est que tout ça, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a pris beaucoup de temps. Et lui-même, il dit aussi, mais je ne vous dis pas tout le récit, si vous voulez le voir, je peux vous passer des exemplaires, hein. Mais il a mis certainement au moins 1 an à sortir des postures violentes, par exemple. Il raconte comment il s'est bagarré avec lui-même sur ce plan-là. Hein. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Mais en tout cas, voilà ce qu'il dit sur ce qu'il a perçu du regard qui était posé sur lui. On m'a fait voir que j'étais là, que j'existais, que je ne m'appelais pas seulement Yannick, que j'avais quelque chose derrière, que j'avais quelque chose à montrer, des connaissances et tout ça. Voilà. Donc on pourrait, c'est intéressant pour voir le type de regard qui est posé sur lui. Hein. Alors on pourrait dire, c'est un regard bienveillant. Ça serait une première manière de caractériser, un regard bienveillant. Donc il cherche à voir le bien chez lui. Il me semble qu'on pourrait dire plus que ça.
On pourrait dire plus que ça, on pourrait parler d'un regard qui appelle, un regard qui appelle. Comme si ce regard-là faisait entendre à Yannick, tu n'as pas encore montré toutes les richesses qui sont en toi. On t'attend, on t'espère. Voilà. Vous voyez, quand il dit je ne m'appelais pas seulement Yannick, disons, on m'a fait voir que j'étais là, que j'existais, que je ne m'appelais pas seulement Yannick. Donc ça, on pourrait le comprendre au sens, pas seulement les apparences, pas seulement ce qui est connu de tout le monde, mais que j'avais quelque chose derrière. Quelque chose derrière, donc quelque chose qu'on n'a pas encore vu, qui n'est pas encore apparu. Que j'avais quelque chose à montrer. Voilà. Donc c'est comme si c'était un regard qui lui disait, mais il y a quelque chose en toi qui est encore à venir. Hein, un trésor en toi, quelque chose comme ça. Alors il parle de connaissances. Il dit des connaissances et tout ça. Voilà, tout ça. Voilà. Alors voilà, je vous soumets cette formule-là. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Avoir un regard qui appelle. Alors quand je dis un regard, c'est aussi des paroles, c'est aussi des gestes, des attitudes, c'est toute une manière d'être, mais qui fait entendre à un jeune qu'on l'appelle, qu'on attend quelque chose, on l'attend lui, et on attend de voir le trésor qu'il porte en lui. Voilà. Voilà. Donc je vous soumets cette formule-là. Est-ce que vous vous y retrouvez là-dedans ou pas? Ou est-ce que vous diriez autrement? Ou est-ce que vous diriez oui, mais avec telle ou telle nuance, etc. etc. Voilà. Alors ensuite, il continue en disant « Et Jaco, il m'a fait remonter la côte, la pente. Il m'a dit que jamais il allait me lâcher. Il m'a fait voir que je n'étais pas un bon à rien, comme tout le monde le disait. Et après, il en a discuté avec les autres profs. Et les autres profs, ils ont appris à me connaître. Ils ont appris à aimer. Oui, en gros, à aimer la personne que je suis. Et du coup, j'ai réappris à faire confiance. Avec beaucoup de mal, hein. J'ai pris du temps. Voilà. Donc là, encore une fois, il ne faut pas croire que ça se passe en un clin d'œil. Hein. Voilà. On peut noter une petite phrase, un petit élément très important dans ce que rapporte Yannick. C'est qu'il dit, Jaco, il a dit que jamais il allait me lâcher. Et là, il y a un jamais. Vous voyez, ça signifie quelque chose de très important et très précis. C'est qu'on n'est pas dans une relation purement contractuelle. Dans une relation purement contractuelle, donc on établit un contrat entre toi et moi, et si jamais toi tu ne respectes pas le contrat, il n'y a plus de relation, on est quitte. Voilà. Là, il lui dit jamais il allait me lâcher. C'est-à-dire qu'il y a, ça fait je pense pour Yannick comme un socle sûr, c'est-à-dire que même si lui il ne respecte pas le contrat, eh bien il peut savoir que Jaco, lui, il ne lâcherait pas. Et ça fait une sorte de filet de sécurité. Ça ne veut pas dire que dans la relation entre un éducateur et un jeune, on serait tout le temps uniquement sur ce registre-là, parce que, évidemment, dans la relation éducative, il y a plein de contrats qu'on pose. Hein. On donne un rendez-vous pour dire on va jusque-là, et donc toi, tu as quelque chose à produire pour ça. Hein. Et si jamais le jeune il ne respecte pas le contrat, on lui fera sentir, mais ce n'est pas pour autant que la relation est brisée. Il y a ce socle premier, fondamental, ce jamais je ne te lâcherai. Voilà. Ça me paraît très très important. On peut noter d'autres éléments encore dans ce qu'a dit Yannick, c'est que la disposition accueillante et qui appelle ne se cantonne pas à une relation simplement entre Jaco et lui. Mais tous les autres profs sont mis aussi dans le jeu. Voilà. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que lui, Yannick, il peut ressentir comme une mobilisation collective par rapport à lui, et c'est l'ensemble de ces regards-là qui l'appelle, et qui fait savoir qu'on l'apprécie et qu'on compte sur lui. C'est exactement l'envers de ce qui s'était joué quand il parlait de l'école, où là, il y avait une sorte d'opinion publique, sans doute qu'il fantasmait beaucoup dans sa tête, mais en tout cas, il voyait, lui, les choses comme ça, une opinion publique contre lui, pour le rabaisser plus bas que terre, comme il disait. Là, au contraire, il y a une opinion publique pour lui dire Yannick, on t'attend. Voilà. Alors ça suppose du temps. Et Yannick le dit tout à fait explicitement. Et la précision, quand il dit avec beaucoup de mal, il a eu beaucoup de mal, hein, ça en dit long sur les combats intérieurs qui accompagnent la sortie d'une condition de paria. Voilà. Ça passera notamment, il devra se bagarrer avec sa violence. Il dit même à certains moments qu'il se trouve sadique. Donc, c'est très très fort, hein, les termes qu'il emploie
dans des relations à d'autres. Hein. Donc c'est pour dire, c'est pas du tout un petit ange. Hein. C'est pas un petit ange comme ça qui se serait transformé. Voilà. Mais en tout cas, je pense que le fait que, malgré sans doute beaucoup de contrats rompus ou bien non honorés, il y a eu ce socle-là qui lui faisait entendre on ne te lâche pas et on t'appelle, on continue de t'appeler. Ça, je pense que ça produit un effet, ça produit vraiment un effet chez un jeune. Voilà. Donc il y a aussi un apprentissage en miroir. Il dit ils ont appris à me connaître et j'ai réappris à faire confiance. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu, enfin quelque chose de très important autour de la confiance. Hein. Et ici, ça montre que Yannick, tout ça, ça lui permet de sortir de l'attente de résultats immédiats. Parce que tout à l'heure, quand il disait j'ai fait des efforts de comportement, mais on avait l'impression qu'il attendait une rétribution immédiate, disons un résultat immédiat. Et comme il voit que ça ne vient pas, bon, bah, il replonge à faire les bêtises, comme il disait. Voilà. Mais là, le fait notamment qu'on lui ait dit on ne te lâchera jamais, je pense que ça lui permet, ça lui donne une sécurité dans le temps. Il sait qu'il a du temps. Il sait qu'il a du temps, qu'il n'est pas contraint à des résultats immédiats, d'être tout d'un coup de se transformer en un super bon élève. Voilà. En tout cas, là-dedans, la confiance joue certainement un rôle crucial. Hein. Et on peut repérer dans ce que dit Yannick deux ingrédients qui permettent, qui reprennent pied. C'est connaître. Il dit ils ont appris à me connaître et aimer. Tout à l'heure, il parlait d'aimer. Alors, peut-être qu'on se méfie souvent du verbe aimer quand on est dans le champ éducatif. Parce que c'est vrai que si on le mettait trop en avant, ça peut entraîner vers des confusions ou même des dépendances. Hein. Ça ne serait pas très sain. Mais en même temps, je crois qu'il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça me fait penser au livre de Daniel Pénac, qui s'appelle Chagrin d'école. Et Daniel Pénac, c'est un écrivain, mais qui était un cancre quand il était petit. Donc c'est très intéressant de l'entendre parce qu'il raconte qu'est-ce qu'il a vécu comme cancre. Et alors dans ce livre-là, Chagrin d'école, son dernier chapitre, c'est assez intéressant parce qu'il parle finalement de qu'est-ce qu'il a le plus aidé à reprendre pied dans son attitude. Et on sent qu'il hésite beaucoup, il met beaucoup de précautions avant d'amener ce qu'il veut amener. Et finalement, il dira, ce qui est essentiel, c'est de se sentir aimé par nos profs. Voilà. Alors, c'est certainement pas aimé au sens où les enseignants ou les formateurs devraient projeter des tas de sentiments sur les jeunes, hein, mais c'est au sens, je crois, où ils désirent que ces jeunes grandissent et trouvent leur place. Finalement, c'est une autre manière de parler de l'appel, ce regard qui appelle, qui dit aux jeunes, mais on n'a pas encore tout vu de toi, on t'attend encore. Voilà. Ça sera un équivalent de dire aimer, voilà, finalement, ça serait, disons, s'engager dans ce type de regard, dans ce type d'attitude par rapport à un jeune. Voilà. Voilà. Alors, dans la suite du récit, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que Yannick, il dit qu'il fait l'expérience de réapprendre à marcher la tête haute. Ça, c'est une expression à lui. Donc, on voit une transformation même physique hein, qu'on peut imaginer. Et il en vient très vite à vouloir transmettre ce qu'il a reçu et à vouloir aider des personnes qui sont dans la situation d'où il vient. Alors, la première, c'est sa petite sœur, qui est elle aussi dyslexique. Donc, il l'encourage, il l'aide, etc., etc. Après, il a son cousin qui l'aide à réviser son brevet. Et son cousin, il a son brevet avec la mention bien. Donc il est très fier aussi. Ils sont tous les deux très fiers. Voilà. Et lui, il le vit aussi comme une victoire personnelle. Hein. Et puis, il aide aussi ses copains dans son établissement, là, qui ont tendance à s'enfermer dans des jeux vidéo. Voilà. Alors, je vous cite une petite phrase de lui où il raconte ça. « Quand je les vois jouer à leur jeu de guerre, c'est pas la vie, ça. Hein ? C'est pas tuer des gens sur un jeu vidéo. Dans la vraie vie, c'est s'amuser, il faut rigoler, il faut sourire. Enfin, même quelqu'un qui passe à côté de toi, tu lui dis bonjour. Ça, c'est profiter de la vie. C'est rendre heureux les gens, en fait. Rendre heureux les gens. Se rendre heureux mutuellement. Voilà. Alors là, on voit, je trouve, que Yannick, parce qu'il a lui-même bénéficié de quelque chose qui lui a permis de reprendre pied, il y a une sorte d'énergie qui se déploie en lui qui est assez phénoménale, parce qu'après, il parle aussi que quand il voit un SDF dans la rue, il se met à lui parler, tout ça. Voilà. Donc, il y a une sorte de passion
parce qu'il a traversé, il a conscience de qu'est-ce que c'est que d'être au bord de l'abîme, disons, hein, dans cette toupie infernale dont il parlait, parce qu'il a vécu ça, qu'il a pu en sortir, et il a conscience des clés, des quelques clés qui lui ont permis, lui, d'en sortir. Il a une envie folle de partager ça. Alors je ne sais pas ce que fera Yannick, mais ça pourrait être un très bon éducateur. Voilà. Donc ça, c'était une première partie sur l'itinéraire de Yannick. Après, je vous propose une deuxième partie en regardant, finalement, qu'est-ce qu'on découvre comme formateur au passage, hein. Voilà, tout ce que j'ai avancé en commentant ce récit, je vous le propose aussi pour que vous puissiez réagir à partir de votre propre expérience, qui est beaucoup plus grande que la mienne, hein. Et dans le temps d'échange qu'on aura, n'hésitez pas à dire comment vous recevez ce récit. Voilà. Une question qu'on pourrait notamment se poser, c'est est-ce que Yannick, c'est une exception? Est-ce que c'est un jeune, voilà, parce qu'il avait un ressort en lui particulier qui a pu rebondir comme ça? Ou est-ce qu'il serait représentatif de pas mal d'autres jeunes? Alors, Constance Boudy, qui fait sa thèse là, sur les apprentis d'Auteuil, à partir du travail d'enquête qu'elle a fait, elle dirait, je crois, que Yannick explique de manière particulièrement forte et claire ce que beaucoup d'autres jeunes vivent, mais sans avoir toujours l'énergie et les mots pour le dire comme ça. Voilà. Mais en tout cas, elle confirmerait que c'est vraiment on est vraiment souvent dans les mêmes harmoniques. Voilà. En tout cas, s'appuyer sur un récit comme Yannick, ça ne veut pas dire qu'on aurait comme une recette magique qui marche à tous les coups, hein, mais peut-être que ça donne quand même des éléments sur des fondamentaux d'une relation qui permet à un jeune de reprendre pied. Voilà. Maintenant, si on réfléchit côté formateur, côté éducateur, qu'est-ce que ça nous dit? La première chose que j'aurais envie de dire, c'est qu'on a quand même affaire, quand Yannick raconte son histoire de scolarisation manquée, on a quand même affaire à une histoire d'incompréhension. Yannick dit et répète, il n'y avait personne qui me comprenait. Je ne comprenais pas, donc lui, il ne comprenait pas, et les profs, ils n'ont jamais compris. Donc une incompréhension mutuelle. Voilà. Alors peut-être à cause des troubles 10 qui le handicapent, mais plus largement, il me semble qu'on pourrait éclairer ce qui arrive à Yannick par une réflexion sur le langage, les types de langage qu'on emploie, qu'on mobilise. Il y a un philosophe autrichien qui s'appelle Wittgenstein. Excusez-moi. Wittgenstein, donc, qui a beaucoup réfléchi sur le langage. Et il a montré que dès que nous nous mettons à parler, les uns avec les autres, on active ce qu'il appelle un jeu de langage. Un jeu de langage. Et ces jeux de langage sont toujours associés à des formes de vie, c'est-à-dire des manières d'agir ensemble. Alors, il y a des jeux de langage assez rudimentaires, par exemple, un jeu de langage entre un chirurgien et son assistant, comme on voit des fois dans des films. Le chirurgien, il dit pince, machin, truc, chose, et hop, on lui donne la pince. Il dit compresse, hop, on lui donne. Ça, c'est un jeu de langage tout simple. On dit des mots, ça désigne des objets, et on a l'objet. Voilà. Mais il y a des jeux de langage beaucoup plus subtils et beaucoup plus complexes. Par exemple, une discussion entre vieux amis qui se connaissent par cœur, il y aura des tas de sous-entendus, il y aura des tas de choses qu'on se dit à mi-mot, etc. De même, dans une réunion de famille, il peut y avoir des choses très fortes puis en même temps des petites tensions qu'on sent qu'il faut éviter, etc., etc. Voilà. Donc là, on est capable de mobiliser des tas de jeux de langage, on ne s'en rend évidemment pas compte, mais on a conscience dans notre tête qu'on ne va pas employer disons, si je vais par exemple chez un marchand, je ne vais pas employer le même jeu de langage que quand je m'adresse à un très bon ami. Voilà. On a conscience de ça spontanément. Et donc, spontanément, on comprend le jeu de langage qui nous est proposé et on y entre. On y entre ou on n'arrive pas à y entrer. Ça peut arriver aussi qu'on n'arrive pas à entrer dans un jeu de langage parce que c'est trop compliqué pour nous, on n'y comprend rien ou on ne connaît pas les règles du jeu. On peut dire que ce qui est arrivé à Yannick à l'école, quand il était en échec, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il se sent très démuni pour entrer dans le jeu de langage qui lui est proposé. Or,
je pense qu'on en a tous fait l'expérience aussi, c'est quand même extrêmement pénible d'être forcé de participer à un jeu de langage dans lequel on n'y arrive pas. Parce que c'est hyper humiliant. Hein. Soit on se met dans son petit coin, mais en espérant que personne ne nous remarque trop. Mais si, disons, en tout cas, on a l'impression qu'on n'a pas du tout notre place. Voilà. C'est vraiment ça que ça nous renvoie. Hein. Alors ça, on peut dire, ça inciterait à prêter attention à des signaux qui sont renvoyés par un jeune qui montre qu'il ne parvient pas à rentrer dans le jeu qui lui est proposé. Hein, et de façon à pouvoir lui proposer autre chose. Hein. Et comme éducateur, on peut dire plusieurs attitudes sont possibles face à ça, face à un jeune qui n'arrive pas à rentrer dans le jeu de langage. Soit on ne bouge pas du jeu de langage tel qu'il est institué, et on cherche en fait à contraindre le jeune à y entrer. Alors il y a différents moyens de pression, mais à chaque fois c'est la contrainte. Et le jeune, s'il n'y arrive pas, il peut paniquer encore plus, et là c'est là qu'il peut devenir violent, en disant mais il se sent oppressé, quoi, voilà. Hein. Ou bien, autre attitude, on dit il faut quitter ce jeu de langage qui ne marche pas et essayer quelque chose d'autre. Voilà. Alors, par exemple, on va proposer un autre type d'exercice plus facile pour le jeune. Ou bien on change carrément de registre disons, en essayant d'ouvrir un registre auquel le jeune pourra participer facilement. Alors spontanément, on a des trucs comme ça dans nos manières de nous relier. Par exemple, quand on parle de la météo, c'est une manière d'ouvrir un jeu de langage tout simple. On se dit, normalement, à tous les coups, ça marche. Voilà. Ah, il fait froid aujourd'hui. Voilà. De même, là c'est plus restreint comme public, mais autour du foot, par exemple, si un jeune il est passionné de foot, on peut aller sur ce terrain-là, sur ce terrain de jeu-là, on peut dire. Ouais, voilà. Une autre manière aussi, c'est de changer d'échelle. C'est-à-dire qu'un jeune pour qui il y a beaucoup de difficultés à être dans un groupe, par exemple, et à s'exprimer dans un groupe, mais il peut avoir beaucoup plus de facilité à parler dans un entretien personnel. Voilà. Donc il y a aussi ça, changer de jeu de langage, c'est aussi changer d'échelle de relation. Hein. Voilà. En tout cas, des choses à, disons, cette deuxième attitude de la part du formateur, qui consiste à essayer quelque chose d'autre, de dire on va essayer un autre terrain sur lequel le jeune il se sentira plus à l'aise. Voilà. De la part du formateur, c'est plus risqué, parce qu'il s'avance en laissant un peu de côté sa boîte à outils, et avec tout ce qui lui est très familier. Et on peut même dire que parfois, il peut être amené à quitter sa posture de formateur pour entrer dans un autre registre où il va chercher une certaine connivence. Par exemple, si on se met à parler de foot ou je sais pas, ou d'autres choses, voilà. Ou bien, t'as passé un bon week-end, des choses comme ça, voilà. Là, on est en dehors de la relation de formation, de formateur à jeune formé, mais on ne quitte pas pour autant sa posture d'éducateur. On reste éducateur, mais sans être, pour un moment, formateur, on pourrait dire, voilà. Les deux registres sont possibles. Qu'est-ce qui peut nous servir de guide quand on s'aventure sur des terrains comme ça? Parce qu'on fait du hors-piste, on peut dire là. Hein. Donc, qu'est-ce qui peut nous servir de guide? Eh bien, c'est tout simplement les réactions du jeune. Mais ça suppose de prêter une grande attention aux signaux qu'il renvoie et qui disent si de son côté, ça passe ou pas. Si on peut se rencontrer ou pas, si on est en train de se rencontrer ou pas du tout. Et ça va tenir parfois à très peu de choses. Par exemple, une posture plus décontractée, un regard qui s'illumine, un timbre de voix plus assuré, une réponse qui sonne claire. Hein. Donc tout ça, je pense que pour vous, c'est très familier, ces choses-là. Hein. Mais il me semble qu'en se guidant sur ces signaux, disons, c'est très précieux pour aller du côté de quelque chose qui mettra le jeune dans une situation où lui, il pourra avoir sa place et réussir quelque chose. Voilà. En tout cas, en faisant comme ça du hors-piste, on laisse de côté nos outils de communication habituels pour essayer quelque chose d'autre. Voilà, c'est peut-être plus risqué, sauf quand on est un éducateur qui a plein d'expérience. Dans ce cas-là, on peut très facilement passer d'un registre à l'autre. Hein. Mais disons, c'est quand même, disons, ça demande quand même de la souplesse. Voilà, ça demande quand même beaucoup de souplesse pour essayer d'autres choses. Hein. Voilà. En tout cas, de la part de l'éducateur, ce qui est risqué aussi, c'est que là-dedans, il se dévoile et il peut dévoiler ses propres insécurités dans la communication.
notamment, il dévoile le fait qu'il compte sur l'autre. Et si l'autre, il lui oppose un refus, comme ça peut arriver, hein, il l'envoie balader, là, pour l'éducateur, ce sera un peu difficile quand même. Voilà. N'empêche que là, on sera dans une relation qui n'a pas pu s'établir, mais c'est là qu'on retrouve le « je ne te lâcherai jamais hein ». C'est-à-dire que même si on est en train de subir un échec, eh ben, on fait comprendre aux jeunes que ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de notre relation. Voilà. Il me semble en tout cas que dans ce mouvement-là, ce qui se passe pour l'éducateur, c'est qu'on va chercher au fond de nous la capacité qu'on a d'appeler l'autre, de l'appeler à répondre. Et à travers ça, on l'appelle à l'existence, et on l'appelle à tenir sa place, à trouver sa place dans le monde. C'est ça qui est en jeu pour le jeune, je crois. Et ça, on ne peut pas le faire en nous tenant strictement aux exigences d'un jeu de langage où c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Si on est dans ce registre-là, on ne fait pas ce signe-là, on ne fait pas passer ce signe-là aux jeunes. Hein. On peut le faire que si on s'engage envers l'autre en tant qu'être humain capable d'appeler l'autre et donc aussi en tant qu'être humain vulnérable, disposé aussi à être confronté à une fin de non-recevoir. Donc on prend ce risque-là. Voilà. Ce qui se dévoile alors de nous-mêmes, en fait, c'est cette humanité qui est en nous, qui cherche à rejoindre d'autres êtres humains, qui est prête à les appeler. Voilà. Je crois que c'est ça. Là, on touche, c'est ça qu'on touche en fait dans la relation. C'est cette disposition fondamentale de l'être humain qui est prêt à en appeler d'autres, qui se refuserait à être humain tout seul. Voilà. Pourquoi on a cette disposition-là en nous? Peut-être tout simplement parce que nous-mêmes, on a été appelés à l'existence par d'autres. Nos parents, nos amis, tous ceux, nos formateurs, tous ceux qui ont pris soin de nous et qui continuent de prendre soin de nous. Hein. Voilà. Donc peut-être qu'en appelant d'autres à l'existence, disons, on donne écho à ce que nous-mêmes on a reçu. Hein. Et c'est peut-être à partir de cette expérience fondatrice qu'on peut à notre tour s'engager et partager cet appel à d'autres. De même que Yannick, je vous disais tout à l'heure, il est devenu passionné, il est devenu un passionné de la solidarité finalement dans son établissement là. Mais parce que lui, il a conscience d'avoir reçu quelque chose qui l'a sauvé, vraiment. Hein, voilà. On peut dire aussi que quand on s'en tient, pour le jeune qu'on a en face de nous, à l'exigence d'entrer dans un jeu de langage qu'on propose sans plus, en lui disant c'est à prendre ou à laisser, eh bien là, en fait, on n'appelle pas l'autre comme un être humain singulier. On l'appelle simplement comme compétence. C'est pas la même chose. On l'appelle comme quelqu'un qui est compétent pour assurer tel ou tel exercice, remplir telle ou telle fonction. Voilà. Mais on l'appelle pas en tant que Yannick. Or, ce qui a permis que des choses se débloquent, c'est que Yannick, lui, s'est senti appelé en tant que Yannick. Hein, voilà. Donc ça a supposé de mobiliser un autre jeu de langage que simplement des exercices dans lesquels on doit faire telle et telle chose et réussir. Voilà. Cela dit, on peut très bien aussi appeler à l'existence, donc être dans cette même attitude d'appel de l'autre. Hein. On peut très bien appeler à l'existence en invitant à créer et à produire quelque chose. Et je crois que vous avez rencontré un maître pro de l'école de production de Lille qui parlait à partir de l'expérience du compagnonnage et qui disait comment, disons, inviter un jeune à créer quelque chose, à produire quelque chose. En fait, ça joue un effet d'appel très important. Parce que, on pourrait dire, à travers ce qui sera produit, à travers la réussite de produire quelque chose, un objet, ou voilà, cet objet-là, il va symboliser la place que je peux trouver dans la société et l'utilité que je vais avoir pour la société. Voilà. Du coup, la production de quelque chose, elle est là, elle joue un rôle très important, mais on peut faire remarquer que ce n'est pas une fin en soi. La fin ultime, c'est quand même que le jeune, il trouve sa place comme acteur dans ce monde. Voilà, c'est ça la fin ultime. Et l'objet produit, c'est comme un moyen. C'est comme ce qui va faire médiation, c'est comme ce qui va symboliser cette place qu'il va pouvoir trouver. Et on peut dire là encore que de la part du formateur, ça suppose un vrai engagement, et un engagement personnel. Parce que je crois que ça va marcher si lui, il mobilise la passion qu'il a lui-même pour la création, pour la production.
Et je pense que le jeune, il le sent, ça. Il sent quand, disons, son formateur, ça le passionne, ce qu'il fait. Et du coup, il dit, ah ben là, il doit y avoir sans doute un chemin pour trouver sa place dans le monde, hein, à travers cette passion-là. Mais là aussi, comme tout à l'heure, quand je disais qu'on est parti à la recherche d'autres jeux de langage, là aussi, dans le cadre d'une production qu'on fait en accompagnant un jeune, hein, disons, là aussi, c'est risqué de la part du formateur, parce qu'en partageant quelque chose de sa passion, ben, il se rend vulnérable aussi. Il peut s'entendre dire, moi, j'en ai rien à foutre. Voilà. Et ça sera blessant pour lui quand même. Hein. N'empêche que, voilà, c'est en se risquant sur ce genre de terrain-là que quelque chose peut passer. Voilà. Alors, maintenant, j'avais annoncé une troisième étape qui consiste à dire, mais est-ce que tout ça, finalement, c'est réservé à des lieux spécifiques qui sont, par exemple, les lieux de formation? Est-ce que ça peut nous dire quelque chose de plus large sur notre manière de vivre ensemble, de vivre en société? Il me semble qu'aujourd'hui, on a souvent comme modèle, pour réguler les relations dans notre monde, hein, la compétition. Voilà. Souvent, c'est le modèle auquel on se réfère spontanément, celui de la compétition, et ça permet de réguler nos relations, c'est-à-dire de faire que chacun a sa place et assure un rôle précis, etc., etc. Et on peut dire que c'est un modèle d'une efficacité assez redoutable, et aujourd'hui, c'est un modèle qui tend à s'étendre à l'échelle du monde entier, et c'est lui qui l'emporte. Alors ce modèle de la compétition, il a plusieurs grandes qualités qu'il faut lui reconnaître. D'abord, c'est un stimulant très puissant. Quand on met les gens en compétition, tout de suite, ça active des ressorts très très forts. Voilà. Ça, il faut le reconnaître. Tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose qui a un ressort aussi puissant que ça, ben, on sera mal pour proposer des choses à une société. Hein. Deuxièmement, la compétition, ça permet de faire bloc. Pour se réunir, il n'y a rien de plus facile que d'être en compétition par rapport à un autre camp. Voilà. C'est pour ça que le sport, ça marche bien, par exemple. Voilà. Ensuite, la compétition, c'est une règle du jeu facile à comprendre et sur laquelle on peut tous très vite s'accorder. Et cette règle du jeu, elle a quelque chose finalement qui peut paraître assez juste, c'est-à-dire qu'elle est transparente, on peut mesurer facilement les résultats, et du coup, on peut dire qu'il y a une égalité des chances. Voilà. Il n'y aura pas de gens qui seront favorisés, voilà. Donc, il y a une sorte d'égalité des chances dans la compétition. Cela dit, c'est un système qui a des inconvénients graves et qu'on perçoit aujourd'hui de plus en plus. D'abord, ça induit des rapports dans lesquels on doit calculer. Parce qu'évidemment, pour dire qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième, il va falloir calculer, il va falloir compter, mesurer. Voilà. Et, disons, si on donne beaucoup d'importance à la compétition, on va avoir aussi tendance à vouloir tout calculer. Donc maintenant, on se met à calculer tout. Vous avez le ranking, là. On calcule, je ne sais pas, on peut calculer tout. Les meilleures pharmacies, les meilleurs... voilà. Et du coup, ça induit quand même un climat d'insécurité, parce que ça veut dire qu'aucune place n'est occupée définitivement. Et à tout moment, quelqu'un qui a une place peut être détrôné par quelqu'un d'autre. Alors là, vous voyez une différence par rapport à ce qui était dit, ce qui était dit à Yannick tout à l'heure, quand on lui dit « jamais je te lâcherai ». Vous voyez que si on était dans la compétition, on ne pourrait pas dire ça à Yannick. Hein? Et ça, de lui dire ce jamais-là, ça instaure pour lui une sécurité. C'est-à-dire que même s'il se plante, il sait qu'il retrouvera son formateur qui lui dira « mais je compte toujours sur toi ». Voilà. Troisième inconvénient qu'on peut trouver à la compétition, c'est que c'est un système qui supporte très mal les limites. Par exemple, la compétition autorise par définition que les records établis soient battus. C'est même ce qu'on souhaite. Supposons qu'on dise désormais pour le saut à la perche, la hauteur maximale autorisée c'est de 6 mètres. Bon, il n'y aura plus de Jeux Olympiques. Hein. Voilà, c'est fini. Or, aujourd'hui, on sent très fortement les effets pervers d'une société qui s'organise sans poser de limite. Il n'y a jamais de limite. Et on s'aperçoit qu'à ce rythme-là, si on continue, on est en train de faire griller la planète, tout simplement. Voilà. Parce que on n'arrive pas à se mettre d'accord pour dire là on arrête. On arrête parce que sinon on va vraiment vers des catastrophes. Et comme on est un système presque entièrement régulé par la compétition,
on n'arrive pas, on n'y arrive pas. Voilà. Parce que si quelqu'un se disait, moi je m'arrête, sans que tous les autres soient dans la même, soit tous les autres soient d'accord, bah, il est perdant. Voilà. Donc il se retrouve loser. Voilà. Voilà. Donc il faut rassembler tout le monde, ce qu'on appelle la COP, COP 21. On essaye de se mettre tous d'accord, puis au bout d'un moment, il y en a toujours qui vont essayer de repasser par derrière en disant, mais voilà, je rentre finalement dans la compétition. Et là où on s'était mis tous d'accord pour dire on arrête, ben, ça ne tient pas. Voilà. Et puis il y a un quatrième effet pervers du tout compétition, c'est qu'à chaque fois, ce système-là laisse sur le carreau des personnes qui ne parviennent pas à souscrire aux exigences. Ou disons qu'à chaque fois qu'ils essayent d'y entrer, ils se retrouvent perdants. Ils se retrouvent dans les derniers rangs. Évidemment, comme on n'aime pas être dans les derniers rangs, au bout d'un moment, soit on s'en va, donc ça provoque l'exclusion sociale, la marginalisation, soit on devient violent, c'était un peu la tentation de Yannick, on se met à faire des bêtises, etc., etc. On essaye de se faire remarquer. Voilà. Alors, la question que ça pose, c'est une question de société redoutable. Hein, et je n'ai pas une réponse comme ça, mais est-ce qu'il y a une alternative au tout compétition? On peut quand même remarquer que la compétition n'est pas un système obligé. Il y a d'autres sociétés qui ont fonctionné sur un autre modèle que celui de la compétition. Par exemple, les sociétés traditionnelles, ce n'était pas du tout le modèle de la compétition. C'était des sociétés dans lesquelles, disons, chacun a sa place a priori, voilà, et au contraire, on s'efforçait de limiter la compétition. Mais vous voyez que c'était des sociétés dans lesquelles tout était extrêmement figé. Hein, on ne pouvait pas quitter sa place comme ça. Et ça, aujourd'hui, on ne peut plus l'accepter. On n'est pas du tout dans un imaginaire comme ça. Ça serait, si on essayait d'imposer un truc comme ça ferait tout de suite l'explosion. Voilà. Donc on peut pas régresser vers des modèles anciens. Mais il me semble que quand on réfléchit sur la solidarité, on trouve quand même quelques ressorts possibles pour vivre ensemble qui sont autres que la compétition. Alors si on devait esquisser quelques traits de cet autre modèle, voilà ce qu'on pourrait dire. On pourrait dire que la solidarité, on peut la regarder comme un jeu, au sens où on joue ensemble. Voilà. Mais de même qu'il y a des jeux de société qui misent sur la compétition, vous avez plein de jeux de société qui misent sur la compétition, par exemple le Monopoly, il y aura des perdants, il y aura des gagnants, etc. Mais vous avez des jeux, et ça c'est très intéressant, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de jeux qui sont des jeux coopératifs, dans lesquels soit on gagne tous ensemble, soit on perd tous ensemble. Alors ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que ce phénomène du jeu, ça fait un effet ressort. Tout à l'heure je disais, pour vivre en société, il faut quand même qu'on ait des ressorts, des choses qui nous mobilisent pour qu'on ait envie d'y aller, quoi, voilà. Donc un jeu coopératif, ça fait un effet ressort, mais sans que ça aboutisse à ce qu'il y ait des super gagnants et puis des super perdants. Voilà. Donc ça veut dire qu'à travers ça, il y aurait sans doute un autre modèle possible, et un autre modèle de régulation. Parce que qui dit jeu, dit règles du jeu qu'on doit respecter, etc. etc. Voilà. L'objectif d'un jeu comme ça, ça sera, disons, ça sera justement que tout le monde gagne. Qu'on puisse dire à un moment, on a gagné, tous ensemble. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire, disons, ou par quoi ça passe, le fait qu'on puisse dire tous ensemble, on a gagné? Eh bien, je crois que ça adviendra quand tous les acteurs ont trouvé leur place et que tous, ils ont pu apporter leur contribution au jeu. Dans un jeu coopératif, plus, disons, plus les uns les autres trouvent leur place et apportent leur contribution, ben, plus ça marche bien. Et en revanche, quand certains n'arrivent pas à apporter leur contribution, ben c'est là qu'on risque tous de perdre. Hein. Voilà. Donc là, l'enjeu et le ressort, ce qui nous mobilise, la réussite vers laquelle on va, c'est de dire que tous puissent trouver leur place dans ce jeu-là. Et si on prend le jeu en ce sens, ça veut dire que les règles du jeu, c'est une autre manière de parler des jeux de langage dont je parlais tout à l'heure, eh bien, on doit être capable aussi, à certains moments, de pouvoir les réviser pour permettre que tous, justement, y entrent et apportent leur contribution. Donc, ce n'est pas un jeu avec des règles hyper rigides. C'est un jeu qui est capable de souplesse pour dire, mais là, ça ne va pas parce qu'on n'a pas pu intégrer tel ou tel acteur. Voilà. Entre parenthèses, c'est le fonctionnement normal d'une société démocratique, ça, normalement. C'est-à-dire qu'on révise périodiquement nos modes de fonctionner pour que ça marche mieux. Autrement dit, pour que tous puissent davantage apporter leur contribution.
Alors, on peut dire, si on se demande maintenant, ça serait quoi le fondamental qui va guider les décisions dans un jeu comme ça? Eh bien, on pourrait dire, ce fondamental qui va guider les décisions, les critères qui vont nous permettre de prendre des décisions, c'est le désir que tous participent et que tous apportent leur contribution. C'est ce désir-là qui nous pousse, à certains moments, à nous risquer, à laisser de côté nos outils familiers pour essayer des choses un peu nouvelles. Voilà. À chaque fois, c'est risqué, mais ce risque, on le prend parce qu'on sait que ça, c'est un ressort puissant, et c'est ça qui peut appeler, notamment, ou rappeler quelqu'un à l'existence, à quelqu'un qui était menacé de basculer en dehors de notre jeu. Voilà. Et ce désir-là, ce désir que tous participent au jeu, il est capable de passer par-dessus les échecs. Parce que c'est pas parce qu'on dit un jeu coopératif que ça va marcher du premier coup. Non, il va y avoir des échecs, il va y avoir des moments où des personnes refusent d'entrer dans le jeu, ou vont essayer de casser aussi. Hein. Mais du coup, si on a décidé au départ, et si on a conscience que notre désir, c'est que tous puissent participer au jeu, eh bien ça nous rend capable de passer par-dessus les échecs. Alors peut-être pas par-dessus tous les échecs, peut-être qu'il y aura des moments où le jeu, effectivement, va se casser. On dit, bon, voilà, on n'a pas réussi. Hein. Mais en tout cas, de passer par-dessus certains échecs. Hein. Alors, là aussi, on peut se demander, mais ce désir, d'où il vient? D'où il vient ce désir que tous participent au jeu? Eh bien, je crois que là aussi, on pourrait dire, il vient du fait que nous-mêmes, nous avons été appelés par d'autres à l'existence, et qu'on a envie de passer le relais. Voilà. Il me semble qu'on pourrait dire plus largement que là, on touche peut-être le cœur du réacteur de ce qui fait vivre l'humanité. L'humanité, elle vit, elle se déploie, elle crée, elle écrit une histoire dans un jeu d'appel et de réponse. C'est peut-être ça le cœur de l'humanité, de ce qui nous fait vivre vraiment, toute l'humanité. Voilà. Un jeu d'appel et de réponse dans lequel on a été appelé à l'existence, et nous, on a envie d'appeler d'autres. Et pour ça, on a envie de faire des choses belles, on a envie de produire des choses aussi. Voilà. Voilà. Alors ici, je mets pour quelques secondes ma casquette de théologien, pour vous signaler que vous voyez, à partir d'un point comme ça, là, on pourrait dire, les croyants, ici, pourront voir à travers ce jeu d'appel et de réponse que les humains sont capables de s'adresser les uns aux autres, les croyants pourront voir là l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu, on le nomme comme créateur, celui qui appelle à l'existence, justement. Et cet appel-là, il passe aussi par les appels mutuels qu'on est capable de s'adresser. Voilà. Alors, on peut très bien, disons, cette lecture que je viens de faire, c'est une lecture de croyants. Personne n'est obligé d'aller dans ce sens-là. Mais je le signale simplement pour vous signaler comment, comme théologien, on peut embrayer sur le type de travail qu'on vient de faire là, à partir de ce que vit un jeune dans son itinéraire. Voilà. Et on pourrait dire aussi que, disons, ce sur quoi j'ai insisté, sur le « je ne te lâcherai jamais hein », ça, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, ça fait écho au thème de l'alliance biblique. Donc, Dieu, il se fait connaître dans une alliance. Une alliance, c'est une relation dans laquelle on dit « je te lâcherai jamais ». Voilà. Dans laquelle on se dévoile par rapport à l'autre. Hein, voilà. Alors, je referme ma parenthèse de théologien, là. Voilà. On peut se demander, à partir de tout ça, ce style de relation qui a permis à Yannick de reprendre pied, ce jeu coopératif de la solidarité, est-ce qu'il a une chance de marquer davantage la société ? Est-ce qu'on pourrait voir à partir de ce type d'expérience un horizon possible pour nos sociétés ? Je crois que oui, à condition qu'on soit pas qu'on raisonne pas en termes de tout ou rien. Je crois qu'on n'est pas soit dans le tout compétition, soit dans le tout jeu coopératif. Hein. Mais je crois que la part, notamment, d'appel
et d'appel sans condition préalable, dans lequel on dit « je ne te lâcherai jamais », hein, cette part-là peut prendre plus ou moins d'importance dans les relations qu'on établit avec tous les membres de notre entourage. Et que aussi, à l'échelle d'une institution, on peut vouloir délibérément favoriser ou pas cette part de la relation. Dans le système scolaire dans lequel Yannick était au départ, apparemment, il n'y avait pas une grande attention à ça. Et on sent tout de suite, quand il vient aux apprentis d'Auteuil, qu'il y a une autre ambiance. Il y a une autre ambiance qui fait que il va pouvoir reprendre pied. Mais ça, ça tient pas seulement, disons, à la disposition personnelle des formateurs. Ça tient aussi au jeu qu'on a institué à l'échelle de l'institution pour dire on va dans ce sens-là. Voilà. Et alors ça, c'est valable à l'échelle d'une institution. Je crois que c'est valable à l'échelle des grandes institutions. Par exemple, l'éducation nationale peut fonctionner plus ou moins dans une logique de compétition ou de jeu coopératif. On pourrait dire le système de justice, le système de santé, les grandes institutions publiques peuvent donner plus ou moins d'importance au jeu coopératif, et ça se traduira très concrètement par l'attention qu'on porte aux plus vulnérables dans notre système. Si on est dans la compétition, voilà, ils sont éliminés, puis tant pis pour eux. Au contraire, si on est dans un jeu coopératif, on y va tous ensemble. Voilà. Et je crois que ça, c'est valable aussi à l'échelle d'une société entière. Et là, on touche le domaine politique. C'est-à-dire quel projet politique, il y a des projets politiques qui seront plus ou moins du côté du jeu coopératif, dans lequel on se dit, mais soit on réussit tous ensemble, soit on se plante tous ensemble. Ou bien on peut être aussi dans le jeu simplement de la compétition. On y va, que le meilleur gagne, et puis pour les autres, on essaiera de faire des petits aménagements sur les bords, et puis voilà. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis n'hésitez pas à réagir. Sans doute des questions à poser, des choses que vous avez entendues et qui font écho à des propres expériences personnelles que vous voulez partager. Il a disparu le micro. Je voudrais juste revenir sur les jeux de langage. On vous entend ? Je ne sais pas si vous m'entendez là. Ouais. Je crois qu'il faut être sincère, parce que l'exemple que vous avez pris sur le foot, si par exemple, pour capter l'attention d'un jeune, on veut lui parler de foot, si on ne sait pas ce qui s'est passé le week-end précédent, ça ne va pas le faire. Ouais. Et donc ça va être, à mon sens, contre-productif. Ouais. Un autre exemple, c'est se mettre à parler comme les jeunes, avec leur langage. Si on n'a pas l'habitude de parler comme eux, ils vont dire c'est de la démagogie, où est-ce qu'il va le vieux, et là c'est pas bon. Donc je crois qu'il faut vraiment être sincère, ce qui est évident. Ouais. Ouais, on pourrait dire qu'il y a une sorte de parler vrai. Et ça, en fait, je pense qu'un jeune, il le sent tout de suite. Si, ouais. Moi, ça serait plutôt, je ne sais pas si c'est un conseil, en tout cas, je crois que vous ne m'entendez pas. Ouais, je sais pas. Ça m'a dit quelque chose. Parce qu'en fait, on est tous quand même de bonne volonté, on a envie de bien faire, etc. Et pourtant, il y a des fois, on est à côté. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ait un peu une espèce d'auto-évaluation ou en tout cas par rapport à notre posture entre ce qu'on souhaite et ce qu'on fait. Et être en accord avec ces deux. Parce que je pense que des fois, il y a des décalages. Mais peut-être que les uns les autres, ils auraient des choses à dire là-dessus, non ? Qu'est-ce qui permet finalement de progresser, on pourrait dire, dans... De s'auto-évaluer, en fait. Ouais. Pour vous dire ce que tu dis, peut-être que soit une démarche de cette formation, que l'organisation
apprenante et que chacun on a la capacité à se mettre en question, à communiquer entre nous. On va dire évaluer, pas s'évaluer, mais avoir une démarche où chacun, on va remarquer la pratique de l'autre, on va échanger ensemble. Et le faire là, on le fait tous ici, mais le faire dans une pratique quotidienne, moi j'appelle ça une organisation apprenante, où on est chacun auprès de l'autre pour l'aider et pour avoir un regard bienveillant, c'est quoi, sans jugement, et parfois ça peut être compliqué. Ouais. Le temps d'échanger pratique. Voilà. Il y a peut-être d'autres... Ça marche. Ça. Plus fort en fait. Tu poses sur le... Il faut la petite lumière verte et poser le micro sur le menton. Bah oui, c'est mieux parce que si c'est vert, ça marche. Si c'est rouge, c'est éteint. Ouais, ça marche. Beaucoup de choses magnifiques. Je vais commencer peut-être pour répondre à Émilie. Émilie. Évidemment, la bonne intention, ça ne suffit pas. C'est capital. Il n'y a pas de concept. Je pense qu'il faut déjà être humble. C'est-à-dire que si tu as de bonnes intentions, en fait, c'est manquer de respect aux gens que de leur sortir juste parce que ça, c'est ce sentiment ou cette impression et de vouloir, surtout dans une posture d'éducateur. C'est pas possible. C'est pas parce qu'on a un enfant qu'on peut donner du cours en tant que parent. Oui, tu vois, concrètement, qu'est-ce qui. Je dis, là, j'ai été humble. Concrètement, autrement, je garantis ma chose. Concrètement, ce qu'il faut faire, c'est ce que tu as évoqué, c'est cette remise en question. En fait, la raison, c'est une force de l'être humain. Moi, je suis croyant aussi que la raison, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Et la raison, ça permet d'évaluer ce qu'on me dit, ce qui se passe, et tu peux le faire à chaque instant. Le problème de beaucoup, c'est qu'en fait, on a du mal à intégrer les nouvelles informations. Donc, tu pars dans une discussion avec un jeune, mais à chaque fois qu'il donne une nouvelle info, il faut l'intégrer et puis réagir sur ça. C'est quelque chose de très compliqué. C'est simple, mais en même temps, c'est pas simple. C'est assez compliqué comme éducation parce qu'il y a un contexte qui évolue constamment et qui est différent pour chaque individu. Le parcours que vous avez voulu sur le jeune, bien sûr, il est très fort parce que c'est en fait, moi ce que je voudrais souligner dans ce que vous avez dit, c'est que la plupart des gens qui se perdent, comme ce Yannick en fait, la première chose qu'il a dit, c'est au départ, j'étais un fantôme, j'étais invisible. Et quand il parle de Jaco, il a vu. Quand il voit, effectivement, on voit bien que tout change ici. Et ce jeune, ce qu'il voulait dès le départ, c'est être considéré. Et souvent, c'est-à-dire on nous parle, on nous regarde sans considération, même s'il y a un dialogue qui est mis en place. Et je ne veux pas faire trop long, mais pour finir, d'ailleurs j'ai oublié le dernier point. Je pense que Ouais. Là-dessus, moi, j'aurais envie de rebondir pour dire deux choses. La considération, c'est drôlement important, effectivement. J'ajouterais même que dans tout groupe, il y a toujours l'un ou l'autre pour lequel, spontanément, on aura plus de difficultés à avoir de la considération. Hein. Et du coup, il me semble que si on se dit, c'est lui d'abord que je dois considérer pleinement, eh bien ça sera la garantie que tous les autres, je vais aussi les considérer. Voilà. Mais disons, ça inviterait à acquérir une sorte de réflexe, à aller voir du côté spontanément de celui pour qui j'aurais le plus de mal à avoir de la considération. En disant, c'est d'abord avec lui que j'ai rendez-vous. C'est d'abord avec lui que j'ai rendez-vous. Et après, si, disons, gardant ce rendez-vous ferme, je peux être sûr que pour tous les autres, ça va marcher. Voilà.
sinon, pour continuer aussi de répondre à la question d'Émilie, c'est ça, hein. À partir du lieu où je suis, on fait aussi de la formation. Donc on est aussi, il y a un travail très important auprès des enseignants, des profs, quoi, disons, pour prendre conscience des petits travers qu'on peut avoir, des choses comme ça. Et du coup, faire ce travail d'évaluation. Alors, il y a plusieurs instances pour ça, mais moi je pense que, alors on a un système de mentorat, par exemple. Chaque enseignant débutant, il a un enseignant plus expérimenté à qui il peut s'adresser. Il peut lui poser aussi bien des questions sur comment la photocopieuse elle marche, voilà, que voilà, dans le tutorat, j'ai rencontré telle difficulté, j'ai fait ça, est-ce que j'ai bien fait, etc., etc. Ça, c'est quand même drôlement important. Ça peut jouer aussi spontanément entre collègues, c'est-à-dire, tiens, moi j'ai été confronté à telle situation, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu aurais fait? Voilà. Pour que ça marche, pour que ça puisse marcher, ça suppose plus il y aura de confiance entre les formateurs, mieux ça sera. Et plus on sera dans une attitude un peu de jugement, c'est-à-dire dans laquelle on s'évalue les uns les autres, en fait on fait un ranking, quel est le meilleur formateur, quel est le moins bon. Ça c'est normal que dans notre tête ça soit aussi présent, mais disons, ce qui est important c'est que ce ne soit pas ça qui soit, disons, si fort que ça en vienne occuper tout l'espace et qu'on n'ose plus, que quelqu'un n'ose plus dire « Ah ben, moi là j'ai pas su quoi faire et toi, qu'est-ce que tu aurais fait ?» S'il se sent jugé, s'il sent déjà un regard qui va l'évaluer, lui, par rapport aux autres, il ne va pas oser poser sa question et du coup, il trouvera pas de réponse, quoi, voilà. Bon, voilà ce que je dirais spontanément comme ça. Si vous permettez que je pose aussi une question, dans le témoignage que vous avez évoqué pour Yannick, sans doute ce garçon, il a croisé des enseignants dans son parcours scolaire qui n'ont pas été indifférents. Ouais. Oui, il le dit d'ailleurs. Ouais. Sans doute. Ouais. Pour autant, à un moment donné, quand il était au plus bas, dans sa détresse, il a rencontré quelqu'un qui l'a écouté et qui l'a vu. Il me semble que pour être solidaire et tourner vers l'autre, il y a d'abord une mise en place en soi de disponibilité qu'il faut faire. Parce que si on est indisponible à l'autre, ça rend les choses beaucoup plus compliquées pour être en situation d'écoute active et d'observation juste. Ouais, tout à fait. Et cette disponibilité, elle n'est pas simple à acquérir, au quotidien, en cette permanente vigilance. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait, ouais. Je dirais aussi que c'est normal pour un formateur de ne pas être toujours au top de la bonne attitude. Des fois, on peut être crevé, des fois, on peut se planter. Mais ce qui est très important, comme j'ai un ami prof aussi qui dit « Tout progrès est une erreur corrigée ». Ce qui est drôlement important, c'est quand on fait des erreurs, d'en prendre conscience et puis de se dire comment j'aurais pu faire autrement et à partir de là, de progresser. Voilà. Et alors, il y a, disons, ce que vous dites, ça attire l'attention sur le thème de la disponibilité aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une affaire de compétences, c'est-à-dire on peut avoir un super bagage, une super expérience et tout, mais ça demandera toujours de garder cette disponibilité. Et là, à chaque fois, on est neuf, disons. Pour avoir cette disponibilité, à chaque fois, ça nous rappelle à quelque chose de nouveau, à être prêt à voir quelque chose qu'on n'a encore jamais vu, etc., etc. Voilà. Donc c'est vrai, ça c'est drôlement important, je pense. Ouais. Moi je pense aussi qu'il faut savoir accepter ses limites. On n'est pas bon partout. Ouais. Il y a un moment, l'avantage dans une équipe, donc à un moment, peut-être avec un jeune qui ne seront pas trouver la vérité, mais il y en a d'autres qui seront la trouver. Oui, tout à fait. Le danger qu'il y a dans les discours comme ça qui montrent comment il faut faire, c'est que finalement, de considérer que tout le monde est capable de le faire. Je crois que c'est pas. On peut progresser, mais on a aussi ses propres limites. Et aimer l'autre, est-ce que c'est pas aussi accepter ses propres limites? Oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, d'où l'importance drôlement grande de l'équipe
Et que quand nous, on n'est plus capable, ben, c'est d'autres qui prennent le relais. Voilà, et c'est pas une défaite pour nous, du coup. Ouais, ouais. Je voudrais juste revenir sur un détail de sémantique. Pour moi, Ouais. je trouve que c'est un peu ça a de l'importance pour moi. On parle tout le temps d'éducateur. Et en fait, moi je préfère parler d'accompagnateur. Parce que ça a une notion de bienveillance vis-à-vis de la personne avec laquelle on est en relation. Et ça fait prendre conscience aussi que la personne qui vient pour recevoir quelque chose nous apporte aussi quelque chose. Donc c'est une relation dans les deux sens. Ouais, donc qu'on soit éduqué et avec une relation descendante. Ouais. Oui, en tout cas oui, c'est vrai que, disons, ça ferait sans doute partie des dispositions un peu fondamentales de ne pas voir la relation uniquement à sens unique. Ça me paraît, c'est-à-dire, disons, être aussi dans la disposition de recevoir quelque chose de la part de ceux vers qui on est en position de formateur. Ouais, tout à fait. Rebondir sur certaines choses. Moi, on vous a tous écouté avec grand intérêt. J'ai bien aimé votre approche, moi aussi, par contre, aussi sur le terrain de foot. Je ne suis pas du tout footeux, hein. Je ne connais rien du tout en foot. Mais c'est vrai que des fois, je pense que quand on est éducateur, formateur, ou disons-le, un métier avec les jeunes, moi j'ai eu des collègues qui étaient enseignants, des fois qui se prenaient la tête, qui étaient en situation d'échec parce qu'ils se prenaient beaucoup la tête par rapport à un cadre. Moi, par exemple, je ne connais rien en foot, ça ne me poserait pas de problème de parler de foot avec le jeune. Je sais que je ne connais rien. Mais à la limite, il va m'apprendre des choses. Et c'est à la base de l'échange. Et ce jeune-là qui n'a jamais eu confiance en lui, moi, le fait que moi, je ne connaisse rien, en fin de compte, de par ma non-compétence, est-ce que je ne donne pas un outil? Ouais. Ce qui est important là, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de ne pas faire semblant qu'on est compétent alors qu'on ne l'est pas. C'est-à-dire d'être vrai quoi, là-dessus. Ouais. Et ensuite, il y a eu un moment, il y a eu un événement dans notre école où avant les vacances de Noël, parce que les vacances de Noël c'est festif pour tout le monde, c'est joyeux pour tout le monde, c'est bien connu. Avant les vacances de Noël, on avait un jeune qui avait réussi à remonter la pente. Bon, lui, les maths c'était de la merde, la vie c'était de la merde, tout était de la merde. Constante Magave, au complet, je suis toujours nul. Et ça allait mieux. Et d'un seul coup, monsieur après le CAP, je vais faire un bac pro, est-ce que je peux me remettre à faire de l'anglais et tout ça? Pas de problème, c'était un témoignage dont je t'avais envoyé la vidéo, Marie. Et bon, les vacances de Noël se passent bien, je reviens, on se souhaite la bonne année, et là je croise une collègue qui me dit, bonne année Fabien, je t'annonce une nouvelle, Jessie, donc le jeune en question, démissionne. Mais il est où? Mais il n'est pas là. Donc je l'appelle, il accepte après une petite conversation, négociation, etc. au téléphone, de venir à l'école, au bureau. Ce jeune-là, en fait, il avait peur d'aller en entreprise. Donc, on négocie des points avec lui. Il accepte d'aller en stage en entreprise. À la fin, il a eu son CAP. Après, maintenant, il bosse. Enfin, voilà. Et à un moment donné, par l'intermédiaire de Marie, on a fait des clips vidéo, des petites interviews sur la bienveillance. Donc après, qu'on soit formateur ou éducateur, du moment, de toute manière, qu'importe le titre, du moment qu'il y a cette bienveillance, à la limite, on ne se prend pas la tête. Et lui, ce qu'il m'a dit, à un moment donné, il ne voulait pas trop parler, pas trop se confier. Donc à un moment, j'ai coupé la caméra, j'ai dit, allez, essaye d'illustrer par quelque chose. Et à un moment donné, il rajoute un exemple, il dit, voilà, moi, à un moment donné, j'ai voulu démissionner et je suis revenu. Parce que vous vous rendez compte, j'ai discuté pendant 2 heures. C'est-à-dire que ce jeune-là, tout ce que je lui ai dit, que j'ai fait des bévues ou des bonnes choses, rien à foutre. Il a retenu simplement ma disponibilité que j'ai discuté avec lui pendant 2 heures et que je m'étais occupé de lui. Donc des fois, c'est vrai qu'on peut se mettre en situation d'échec, ou comme tu disais tout à l'heure, une conversation, c'est quand même tout le monde, on ne sait pas qu'on va s'exposer. Peut-être qu'il va nous renvoyer notre propre échec en pleine dans la face, c'est des fois là où on est désarçonné. Mais franchement, lui, il a retenu 2 heures. 2 heures de temps de disponibilité. Donc voilà, c'est tout ce que. Voilà, c'est un truc, moi, encore quand j'en parle, j'en bafouille. Et voilà ce que je tenais à partager. Ça a bien résonné en moi ce que vous avez dit tout à l'heure. Merci beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup, Étienne. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, puis très bonne continuation dans votre très beau travail. Ouais.